La jeune Christine est rentrée de l'école et est restée sans surveillance pendant un court moment. Quand les parents sont rentrés à la maison, ils ont constaté que leur fille était introuvable. De vastes opérations de recherche, impliquant les forces de l'ordre et la communauté locale, ont été menées pendant plusieurs semaines, mais sans succès. Il semble que Christine se soit simplement évaporée dans les airs. Dans la tranquille ville canadienne de Kingsville, située au bord d'un lac pittoresque, Christine Jessop est née le 29 novembre 1974. Ce coin paisible, comptant environ 600 habitants, était réputé pour sa sécurité et ses relations de voisinage. Christine a grandi en étant une personne joyeuse. Elle aimait faire du vélo, jouer au baseball avec ses amis et passer du temps dans la nature. Son amour pour le baseball lui a été transmis par son frère aîné. Christine avait une attirance particulière pour les animaux. Un jour, une chauve-souris est entrée dans sa chambre et contrairement à ses proches effrayés, Christine voulait garder l'invité inattendu. Le 3 octobre 1984, alors que Christine avait 9 ans, a commencé comme un jour ordinaire. Elle est allée à l'école et savait qu'après les cours, elle serait seule à la maison pendant un certain temps, tandis que sa mère emmenait son frère chez le médecin. Les parents ne s'inquiétaient pas, car Christine était très autonome pour son âge. Après l'école, Christine avait prévu de rencontrer une amie. Le bus scolaire la déposait près de chez elle. Quand il fut l'heure du rendez-vous, son amie l'attendait au parc, mais Christine n'est jamais apparue. Quand la mère de Christine est rentrée chez elle, elle a remarqué quelques étrangetés. Le vélo de sa fille était posé devant la maison avec la béquille tordue. C'était très étrange, car Christine était toujours très soigneuse avec ses affaires, et encore plus avec son vélo préféré. La veste de Christine était accrochée à un crochet haut dans le couloir. Il était évident que Christine était rentrée chez elle après l'école. Son sac à dos était dans sa chambre, et le courrier avait été apporté à l'intérieur de la maison. Au début, la mère ne s'inquiétait pas trop, mais quand la nuit est tombée et que Christine n'était toujours pas rentrée, l'inquiétude grandit. D'habitude, Christine informait toujours de ses projets. Ce jour-là, qui avait commencé si ordinairement dans la petite ville tranquille, marqua le début d'événements mystérieux qui secouèrent non seulement Kingsville, mais tout le Canada. Inquiète, la mère de Christine a commencé à appeler des connaissances, dans l'espoir de découvrir où se trouvait sa fille. Malheureusement, personne n'avait vu Christine après l'école. Son ami a mentionné une rencontre annulée au parc. En comprenant la gravité de la situation, la mère et le fils sont partis à sa recherche. Malgré la petite taille de la ville, ils n'ont pas pu trouver Christine dans ses endroits préférés. Le soir, voyant que Christine n'était toujours pas revenue, la mère a décidé d'appeler la police. Bien que de tels cas ne soient pas rares pour les forces de l'ordre local, les personnes disparues étaient généralement retrouvées rapidement. La police a organisé une opération de recherche avec l'aide des habitants de la ville. Il s'est avéré que Christine avait été dans un magasin entre sa maison et le parc, où elle avait acheté du chewing-gum. Son trajet ultérieur est resté inconnu. En raison de l'absence de caméras de surveillance, il n'a pas été possible de déterminer l'heure exacte de l'incident, mais il est supposé que cela s'est produit peu après son retour de l'école. La recherche a continué sans succès jusqu'à la nuit. Le lendemain, plus de personnes ont rejoint la recherche. Divers rapports ont été reçus par la police, mais ils n'ont été d'aucune utilité. Il s'agissait principalement d'observations vagues de passants. Après quelques jours, la police a commencé à envisager la possibilité d'une disparition involontaire. Il semblait incroyable que Christine ait pu passer inaperçue alors que toute la ville était au courant de sa disparition. La mère de Christine était convaincue que sa fille ne serait pas partie de son plein gré. Malgré tous les efforts, la police n'a trouvé aucun indice significatif.
l'enquête à la maison de Christine a été menée de manière non professionnelle. Certains objets n'ont été examinés qu'en surface, sans relever d'empreintes digitales. De plus, avant l'arrivée de la police, de nombreux voisins et amis de la famille étaient paume passés à la maison, ce qui aurait pu compromettre la préservation de preuves potentielles. Il est important de noter que le père de Christine se trouvait dans une situation difficile au moment de sa disparition. Il purgeait une courte peine pour une infraction mineure. Ce jour fatidique, la mère et le frère de Christine lui ont rendu visite après un rendez-vous chez le médecin. Lorsqu'il est devenu clair que quelque chose de grave était arrivé à Christine, le père a été libéré pour soutenir la famille. Il a immédiatement participé aux recherches. La recherche a continué pendant plusieurs semaines, mais sans succès. Ni Christine, ni aucun indice n'ont été trouvés. La zone de recherche a progressivement été étendue aux nombreux champs et forêts autour de la ville, mais cela n'a donné aucun résultat. Cela a duré 3 mois, jusqu'au 31 décembre. Alors que tout le monde se préparait pour la fête du Nouvel An, la famille de Christine n'avait rien à célébrer. Le 31 décembre, un habitant de la ville de Sunderland, située à 56 km de Queensville, part à la recherche de son chien perdu. En traversant une zone boisée déserte derrière sa maison, il remarque quelque chose qui ressemble à un petit tas de déchets. En s'approchant, l'homme découvre avec horreur des traces non identifiables. Il rentre immédiatement chez lui et signale sa découverte à la police. Les officiers arrivés sur les lieux ont pu rapidement procéder à une identification malgré les circonstances difficiles. À côté des restes se trouvait un petit magnétophone portant le nom de Christine Jessop, le même que Christine avait reçu à l'école le jour de sa disparition. Les policiers ont également prêté attention à l'état des vêtements. Une partie des vêtements, y compris les sous-vêtements, se trouvait à proximité, tandis que les vêtements extérieurs restaient en place. L'affaire est passée à une nouvelle catégorie, plus grave. L'examen médical a révélé de multiples blessures qui étaient probablement la cause de la tragédie. Les experts ont également trouvé des traces d'agression et du matériel biologique étranger sur les vêtements. Cependant, les capacités d'analyse ADN étaient limitées à l'époque, ce qui compliquait la recherche du coupable. Les enquêteurs soupçonnent que les événements tragiques se sont déroulés dans un autre endroit, après quoi le coupable a emmené Christine à l'endroit où elle a été retrouvée. Les enquêteurs se demandaient là pourquoi l'objet de leur intérêt avait parcouru près de 60 km et laissé des traces de ses actions près d'une autre localité, alors que des champs et des forêts sans fin entouraient Queensville. Ils ont soupçonné que cette personne pouvait avoir un lien avec Sunderland et avait choisi cet endroit en raison de sa bonne connaissance du terrain. Cependant, ils étaient presque sûrs que la personne recherchée vivait à Queensville et connaissait Christine, car les circonstances indiquaient la possibilité d'un contact volontaire entre Christine et cette personne. Les enquêteurs se sont adressés à plusieurs reprises aux parents de Christine avec des questions sur les suspects potentiels. Cependant, la mère de Christine répondait toujours qu'elle ne se souvenait de personne de suspect. La police a interrogé presque tous les habitants de la ville et examiné plusieurs personnes ayant un passé criminel ou apparaissant dans de nombreux rapports, mais ils n'ont pas pu les relier à l'incident. La situation a changé le 14 février, lorsque les enquêteurs sont revenus pour parler à la mère de Christine. Cette fois, la femme s'est souvenue de quelque chose d'étrange. La famille respectée des Morin vivait dans le quartier. Le chef de famille possédait une petite entreprise et était connu pour ses compétences en réparation. Il avait 6 enfants adultes qui aidaient dans l'entreprise familiale. L'attention s'est portée sur Paul Morins, 25 ans, qui vivait avec ses parents. La mère de Christine a remarqué que Paul ne participait pas aux recherches de Christine, alors que presque tous les habitants de la ville s'étaient joints à celle-ci. Il n'était pas non plus présent à la cérémonie d'adieu de Christine, à laquelle des centaines de personnes ont assisté.
La femme a ajouté que Paul était réservé, avait peu d'amis et, contrairement à ses proches, se tenait à l'écart des autres. L'intérêt des enquêteurs a été suscité par la passion de Paul pour le clarinette, car Christine avait un magnétophone au moment de sa disparition. Ils ont soupçonné que Paul pourrait avoir utilisé le thème de la musique pour établir un contact avec Christine. De plus, Christine devait le connaître, car il avait vécu dans le quartier toute sa vie. Ces informations ont donné un nouveau tournant à l'enquête et ont poussé les enquêteurs à examiner de plus près le rôle de Paul Morins dans les événements mystérieux liés à la disparition de Christine Jessop. Les enquêteurs ont décidé de lui parler et ont demandé quel était son lien avec Christine. Paul a affirmé que leur contact était minime, sauf une fois où il l'avait aidé à attraper son chien qui s'était enfui. Lorsqu'on lui a demandé où il se trouvait ce jour-là, Paul a dit qu'il avait travaillé jusqu'à 15h32 à 57 km de la ville, puis qu'il était allé faire des courses, qu'il avait fait le plein d'essence et qu'il était rentré chez lui vers 5h de l'après-midi. Son commentaire sur Christine, qu'il a décrite comme une enfant normale et gentille, avec l'ajout étrange, mais parfois elles deviennent corrompues, a éveillé les soupçons de la police. La vérification de l'alibi de Paul a révélé que son service s'était en effet terminé à 15h32, ce qui rendait physiquement impossible sa présence chez Christine avant son retour. Les proches ont confirmé son retour à la maison vers 5h de l'après-midi. Néanmoins, les enquêteurs ont envisagé la possibilité d'inexactitude dans les déclarations ou d'une dissimulation délibérée. Lors de l'examen de la voiture de Paul, des fibres semblables au tissu du pull de Christine ont été trouvées. Les experts ont également soupçonné une similitude entre les cheveux trouvés et ceux de Paul, bien qu'il n'ait pas été possible de confirmer à 100% en raison des possibilités d'analyse limitées à l'époque. Un profileur du FBI a dressé un profil approximatif du suspect, un homme âgé de 19 à 26 ans de Queensville, possédant peut-être un casier judiciaire pour des délits mineurs. Bien que Paul ne corresponde pas totalement à cette description, la police était convaincue de son implication et l'a arrêté le 22 avril. Le principal problème pour l'accusation était les déclarations de la mère de Christine concernant l'heure de son retour à la maison, 16h10, ce qui ne correspondait pas à la version de l'implication de Paul. Les enquêteurs ont tenté de convaincre la femme de possibles inexactitudes dans ses souvenirs et elle a finalement admis qu'elle aurait pu se tromper sur l'heure. Lors du procès, l'accusation a tenté de dépeindre Paul comme un solitaire étrange qui inquiétait les voisins. Ils ont souligné que le suspect avait amplement le temps de commettre le crime, car la mère de Christine est rentrée chez elle plus tard que prévu initialement. Un psychologue engagé par le ministère public a suggéré que les proches de Paul, qui confirmèrent son alibi, pourraient le couvrir. Un moment clé a été le témoignage d'un enquêteur sous couverture qui a été placé dans la même cellule que Paul. Selon lui, Paul a mentionné des détails de l'incident, bien que ces informations aient déjà été publiées dans la presse. Paul a également parlé de son film préféré, The Shining, et en a cité des passages. Malgré les protestations d'innocence de Paul, ces témoignages ont considérablement influencé le déroulement du procès. Cependant, malgré les efforts de l'accusation pour peindre un tableau négatif de Paul, les preuves douteuses sont restées le principal facteur que les jurés n'ont pas jugé suffisant pour rendre un verdict de culpabilité. Paul a été déclaré non coupable et libéré dans la salle d'audience. L'accusation a annoncé son intention de faire appel. La famille de Christine était dévastée, car ils devaient maintenant vivre à côté de quelqu'un qui était soupçonné d'être lié à la disparition de leur fille. Les habitants de la ville étaient également mécontents du verdict, ce qui a conduit à une atmosphère tendue autour de la maison de Paul. L'accusation a obtenu un nouveau procès en soulignant des ambiguïtés dans les instructions données au jury lors du premier procès. Lors de la préparation du deuxième procès, des faits intéressants ont émergé.
certaines preuves clés avaient disparu, y compris des matériaux d'enquête et des objets trouvés sur les lieux du crime. Lors du nouveau procès, l'accusation a présenté la théorie selon laquelle Paul aurait pu attirer l'attention de Christine avec de la musique et l'attirer dans sa voiture. Cette version est devenue la base de la nouvelle accusation, malgré l'absence de preuves directes. Malgré des preuves fragiles, le jury rend son verdict à l'unanimité en juillet 1992. Ils reconnaissent que Paul a été impliqué dans l'incident. L'homme est condamné à une longue peine de prison. Cependant, après la deuxième audience, l'opinion publique change radicalement. Alors que les médias décrivaient initialement Paul comme un suspect solitaire, ils parlent maintenant, après avoir appris les nombreuses erreurs d'enquête, de l'innocence possible de Paul et de l'amateurisme des enquêteurs. Dans ce contexte, un groupe d'activistes se réunit pour contester la décision judiciaire. Sous la pression publique, l'avocat de Paul fait appel et il est décidé de libérer l'homme sous caution. C'est un cas rare, mais la large résonance permet à Paul de rentrer chez lui. Cependant, il y a des difficultés. La caution s'élève à environ un demi-million de dollars et les parents de Paul doivent hypothéquer leur maison. L'avocat de Paul demande une analyse ADN des preuves. Auparavant, la technologie ne permettait pas une analyse précise. Mais maintenant, au milieu des années 90, de nouvelles possibilités existent. Le résultat montre clairement que l'échantillon n'appartient pas à Paul. Cette nouvelle déclenche une vague d'indignation dans la société. L'homme passe 1 an et demi derrière les barreaux, participe à plusieurs années de procès, et sa vie est détruite par les actions des policiers qui ont tenté d'adapter les preuves à un suspect préalablement sélectionné. En janvier 1995, 10 ans après l'incident avec Christine, toutes les accusations contre Paul sont abandonnées. Par la suite, il poursuit avec succès les autorités pour un montant d'1 200 000 $ et certains des enquêteurs se retrouvent eux-mêmes sur le banc des accusés. De plus, cette affaire entraîne des changements significatifs dans le système judiciaire canadien. L'enquête sur l'incident avec Christine est rouverte avec la formation d'un nouveau groupe d'enquêteurs. Avec l'échantillon ADN, ils se concentrent sur la collecte d'échantillons génétiques de suspects potentiels. Des centaines d'hommes sont examinés, mais tous se révèlent non impliqués. Depuis lors, peu de progrès ont été réalisés dans l'affaire. Elle est transmise à la division des affaires non résolues et est régulièrement réexaminée, mais aucune nouvelle piste n'émerge. Le principal problème est que la première équipe d'enquêteurs a non seulement perdu une partie des preuves, mais n'a pas non plus mené une enquête adéquate en se concentrant uniquement sur Paul et en ignorant d'autres hypothèses. L'affaire Christine Jessop continue d'attirer l'attention des médias canadiens. Après une publication dans une grande revue, les journalistes reçoivent plusieurs indices fascinants. Il y a plusieurs suspects, dont un homme dont le père aurait avoué le crime avant de quitter la maison, et d'autres personnes de réputation douteuse à Queensville. Bien que ces informations soient transmises à la police, elles ne mènent pas à une percée dans l'enquête. En 2019, 35 ans après l'incident, l'affaire est rouverte avec la nomination d'un nouvel enquêteur. Avec la seule pièce de preuve, un échantillon d'ADN, l'enquêteur décide d'appliquer une méthode innovante de généalogie génétique. Pour cela, il a dû faire appel à une entreprise américaine, car ses services ne sont pas disponibles au Canada. Les experts commencent à rechercher des parents dans des bases de données ADN accessibles au public. Ils découvrent quelques parents éloignés et réduisent le cercle de recherche à environ 400 personnes, grâce à la comparaison des données. L'enquêteur fait appel à un collègue, un spécialiste de l'ADN, pour reconstruire les arbres généalogiques. Le travail s'est mené de manière confidentielle pour éviter des conclusions hâtives. Après 8 mois de travail minutieux,
les chercheurs se concentrent sur un arbre généalogique qui commence par une personne née en 1804 et arrivée au Canada en 1850. Après avoir examiné des centaines de ses descendants, en octobre 2020, ils tombent sur une famille particulière et identifient le suspect le plus probable, Calvin Hoover. À la surprise de l'enquêteur, Hoover s'avère être un ami proche de la famille Jessop. Au moment de la disparition de Christine, il avait 28 ans et vivait avec sa femme et ses enfants à Queensville. Les parents de Christine étaient amis avec sa famille depuis longtemps et avaient même indiqué Hoover comme personne à contacter en cas d'urgence. Il s'avère que la mère de Christine, quelques jours avant l'incident, avait mentionné dans une conversation avec la femme de Hoover qu'elle prévoyait de laisser sa fille seule à la maison un jour précis. Christine connaissait bien Hoover et aurait pu le suivre ou monter dans sa voiture sans hésiter, car elle avait confiance en l'ami de la famille. Ces découvertes marquent un tournant dans l'enquête et révèlent des liens et des circonstances inattendues qui sont restées inaperçues pendant des années. En examinant les dossiers du cas, l'enquêteur a remarqué que, malgré sa relation étroite avec la famille, Hoover n'avait pas été mentionné. Il s'est avéré que la police n'avait interrogé que sa femme à l'époque. Elle a déclaré qu'elle n'était pas à la maison le jour de la disparition de Christine et a ajouté que son mari était resté avec les enfants. Étonnamment, les agents n'ont pas parlé directement à Hoover et ont pris la déclaration de sa femme comme une explication suffisante. Cette information a amené l'enquêteur à penser que Hoover pourrait être impliqué dans l'incident. Cependant, il y avait un obstacle. En 2015, Hoover a eu de graves problèmes de santé et n'est plus parmi nous. Pour vérifier la théorie, il fallait du matériel biologique, mais il semblait impossible de l'obtenir. À la surprise générale, il s'est avéré que les médecins qui avaient examiné Hoover avaient conservé des échantillons. L'analyse en laboratoire a révélé un résultat choquant, une correspondance complète avec le profil de l'agresseur. Les parents de Christine ont été dévastés par cette révélation. Pendant toutes ces années, ils n'ont jamais imaginé que quelqu'un en qui ils avaient confiance pourrait être impliqué dans la disparition de leur fille. Ils étaient attristés que Hoover ait vécu sa vie sans être tenu responsable de ses actes. La propre famille de Hoover a également été choquée d'apprendre son implication dans cette affaire. Sa femme a avoué qu'elle n'avait jamais soupçonné son mari. Paul, qui avait été accusé dans cette affaire auparavant, a partagé ses pensées avec les journalistes. Il a dit que la révélation de la vérité changeait peu de choses dans sa vie. Après avoir passé des années en prison et devant les tribunaux, les gens continuaient à le regarder avec méfiance, même après que les accusations aient été abandonnées. Paul a admis qu'il vivait dans une peur constante et que cette affaire avait non seulement détruit la vie de Christine, mais aussi la sienne.